Ben Bernanke n'arrive pas dans une salle des marchés en feu, mais dans le comité qui peut déplacer le conseil d'administration d'Anthropic. L'ancien patron de la Réserve fédérale rejoint une entreprise d'IA. Faut-il y voir un signal de stabilité ou l'aveu qu'un choc dépasse désormais le code? Épisode Bernanke chez Anthropic, le risque macro de l'IA. Chapitre 1. Un banquier central à la porte du laboratoire. Le gardien n'écrit pas le modèle, il tient la clé de la gouvernance. À Washington, pendant la crise financière de 2008, Ben Bernanke avait devant lui des bilans qui se vidaient de leur liquide et des marchés où chaque acteur redoutait la chute du voisin. Chez Anthropic, il ne vient ni entraîner Claude, ni arbitrer une feuille de route produit. Il rejoint le Long Term Benefit Trust, une structure de gouvernance séparée du capital. Selon Reuters, repris par Boursorama, les membres de ce trust ne détiennent aucune participation financière dans Anthropic, mais ils possèdent le pouvoir exclusif de nommer ou de démettre la majorité du conseil d'administration. Bernanke y siège avec Neil Bedichat, Richard Fontaine et Mariano Florentino Cuellar. Ce détail institutionnel paraît minuscule face au centre de données, aux puces et aux modèles. Pourtant, c'est la charnière. L'argent finance l'entreprise, tandis que le trust peut peser sur ceux qui la dirigent. La nomination ne transforme donc pas Bernanke en régulateur public de l'IA, ni Anthropic en pilote de l'emploi américain depuis San Francisco. Elle révèle plutôt ceci. À mesure qu'un modèle de frontière entre dans les outils de travail, le risque à regarder ne s'arrête plus à la défaillance du modèle lui-même. Il inclut la manière dont l'adoption se propage dans les organisations, concentre les gains et déplace les coûts. Imaginez un directeur financier qui ouvre, un lundi matin, un tableau de bord montrant qu'un assistant IA a réduit le temps de traitement de milliers de tickets. La tentation est immédiate. Geler les recrutements, réduire les prestataires, relever les objectifs. À l'échelle d'une entreprise, la décision peut être rationnelle. À l'échelle de milliers d'entreprises qui utilisent les mêmes outils et suivent les mêmes comparaisons de productivité, elle peut devenir un mouvement synchronisé. C'est là que le sujet devient macroéconomique. Non parce qu'une IA pense comme une banque centrale, mais parce qu'une diffusion rapide peut coordonner des décisions privées sans coordination publique. Dans un comité exécutif, personne ne coche une case intitulée « Risque de synchronisation nationale ». Chacun compare son coût de traitement, son délai de réponse et son budget de personnel à ceux de ses concurrents. Si le même fournisseur diffuse les mêmes repères de performance auprès de clients semblables, l'outil agit aussi comme une horloge commune. Les décisions restent indépendantes sur le papier, mais elles se rapprochent dans le temps. Ce n'est pas la technologie qui ordonne une réduction d'effectifs, c'est l'indicateur partagé qui rend cette réduction défendable devant chaque direction financière. L'idée forte tient dans ce déplacement. Le risque déterminant n'est pas seulement celui d'un système qui se comporte mal, c'est aussi celui d'un système qui fonctionne assez bien pour accélérer des ajustements que personne ne porte collectivement. Si le trust est conçu pour représenter le bénéfice de long terme, quel long terme doit-il protéger? La sûreté du modèle ou la capacité de l'économie à absorber sa diffusion? Chapitre 2. Le choc vient du workflow. Une fonctionnalité banale peut devenir une vague quand toutes les entreprises l'adoptent au même rythme. La tentation serait d'opposer deux camps, les ingénieurs qui surveillent les usages dangereux et les économistes qui surveillent l'emploi. Ce serait une mauvaise carte. Les risques techniques restent réels, fuite de données, automatisation d'attaques, usage frauduleux ou erreurs dans des décisions sensibles. Mais un modèle peut passer les contrôles de sûreté et produire malgré tout un choc économique, par la simple vitesse de son insertion dans les workflows. La valeur se joue moins dans le modèle, achetable à l'appel et donc facile à comparer, que dans la manière dont l'outil s'insère dans l'activité. Une donnée ne protège vraiment que lorsqu'elle reste propriétaire et se réalimente avec l'usage. Le verrou décisif apparaît dans le workflow. En contrôlant le dossier client, le système de gestion, la validation et la facturation, un acteur ajoute l'IA aux gestes déjà quotidiens. Il ne vend pas une révolution séparée, il modifie le robinet auquel le client est déjà branché. Cette distribution crée une pression de substitution, pas nécessairement une concurrence frontale. Un cabinet ne remplace pas toujours un salarié par un autre logiciel. Il redécoupe des tâches, confie le premier jet à l'outil et réserve la validation aux personnes restantes. Un centre de service ne ferme pas sa porte du jour au lendemain. Son responsable constate que chaque agent traite davantage de demandes, puis il ajuste les embauches au trimestre suivant. Sur un écran, cela ressemble à un gain de productivité. Dans une ville où ces centres emploient beaucoup de monde, l'addition prend une autre couleur. Prenez une compagnie d'assurance. L'assistant rédige le courrier de sinistre, extrait les pièces du dossier et propose une qualification. Le gestionnaire garde la décision, mais son portefeuille s'élargit. La direction ne licencie peut-être personne le jour du lancement. Au cycle budgétaire suivant, les postes vacants ne sont plus remplacés et les sous-traitants reçoivent moins de dossiers. La dépense disparaît par les interstices du processus, là où aucun tableau de bord social ne déclenche d'alerte. Le problème n'est pas que tout emploi automatisable disparaîtrait. Cette prophétie est trop large pour guider une décision. Le risque systémique naît quand les gains et les coûts n'ont pas le même calendrier. L'entreprise voit l'économie de personnel cette année, la collectivité encaisse plus tard les reconversions, le manque à gagner local et la baisse de demande dans les commerces proches.
comme une usine qui ferme, sauf que le signal ne vient pas d'un portail cadenassé. Il arrive par une série de petites lignes dans des budgets de recrutement. C'est ici que Bernanke devient une référence utile, sans forcer l'analogie. Une banque centrale ne cherche pas à empêcher chaque faillite ni à garantir chaque emploi. Elle surveille les boucles de rétroaction. La baisse du crédit érode la confiance, ralentit les ventes et fait remonter les défauts. Pour l'IA, la boucle possible relie des outils identiques, des indicateurs de performance partagés et des décisions de capacité prises en même temps. Le danger n'est pas l'automatisation isolée, c'est son synchronisme. Un comité de gouvernance interne peut-il voir cette vague avant les statistiques publiques et surtout influencer l'entreprise sans se substituer à l'État? Chapitre 3. Un contrepoids sans capital. Le trust n'achète pas l'entreprise, il peut choisir qui la gouverne. Le Long Term Benefit Trust mérite une lecture froide, loin du décor des comités prestigieux. Son rôle juridique a déjà été posé, il sépare une part du contrôle du capital. Ici, le mot important est « dernier recours ». Le trust ne fixe pas le prix d'un abonnement, ne négocie pas les contrats clients et ne rédige pas les politiques monétaires. Il ne doit pas être confondu avec une banque centrale ni avec une autorité de supervision. Son levier apparaît au niveau du conseil. Il peut, en théorie, modifier l'instance qui choisit les dirigeants et valide les orientations majeures. Cela compte lorsque l'intérêt de court terme des investisseurs pousse dans une direction et que la mission de long terme exige un frein. La structure vise donc un problème très concret de gouvernance. Dans une entreprise classique, la promesse de prudence rencontre vite une question brutale. Qui peut imposer un refus lorsque la croissance, les contrats et les investisseurs réclament l'accélération ? Le trust introduit un détenteur de pouvoir qui n'est pas rémunéré par l'appréciation des titres. Son indépendance n'abolit pas les conflits, elle change l'endroit où ils se jouent. Des rumeurs d'introduction en bourse ont circulé autour d'Anthropic, avec une valorisation évoquée à près de 965 milliards de dollars par CoinPaper. Il faut traiter ce montant pour ce qu'il est, une information non confirmée et une opinion de marché éventuelle, non une valeur réalisée ni une instruction pour le trust. Plus le récit financier prend de la vitesse, plus la gouvernance doit être distinguée de la gestion quotidienne. Le chiffre attire le regard comme une enseigne lumineuse au-dessus d'un immeuble. Le pouvoir réel se trouve peut-être dans la petite porte du conseil, celle qui décide qui possède les badges. C'est pourquoi la présence de Bernanke peut avoir une valeur symbolique sans constituer une garantie. Elle suggère que la robustesse d'Anthropic se jugera aussi dans sa capacité à résister à ses propres incitations. Or, le risque macroéconomique pose une difficulté supplémentaire. L'entreprise qui déploie l'outil capte une partie du revenu, tandis que les coûts de transition sont répartis ailleurs. Les clients économisent du temps, les travailleurs supportent l'incertitude, les pouvoirs publics financent les filets de sécurité. Ce n'est pas une faute particulière d'Anthropic, c'est une externalité, et une externalité ne se corrige pas par une bonne intention inscrite dans un statut. Un trust peut donc demander une trace écrite là où une direction préférerait une promesse vague. Quel scénario d'adoption a été envisagé avant le déploiement chez un client majeur ? Quels signaux remonteraient si la qualité se dégrade ou si le non-remplacement des départs se concentre dans une même région ? Il ne déciderait pas à la place des élus. Sans s'y substituer, il rendrait plus difficile l'ignorance organisée, celle qui transforme un effet prévisible en surprise commode. Quel mandat précis peut alors rendre un contrepoids privé utile sans lui demander de décider seul du rythme de l'économie ? Chapitre 4. Stabiliser sans gouverner l'économie. Le trust peut exiger une discipline. L'État conserve les amortisseurs. L'expérience de 2008 n'offre pas un manuel pour administrer l'IA. Elle donne une discipline intellectuelle. Regardez les interconnexions avant qu'elles ne deviennent visibles dans les chiffres agrégés. Lors de la crise, une créance paraissait dispersée, puis les mêmes pertes ont traversé les bilans et gelé les échanges. Avec l'IA, le point commun pourrait être moins financier que décisionnel. Quelques fournisseurs, des modèles proches et des tableaux de bord qui récompensent la même économie de main-d'œuvre. Le précédent ne justifie aucune panique. Il oblige à nommer ce qui doit être mesuré. Une entreprise comme Anthropic pourrait suivre, avec ses grands clients volontaires, la part des tâches transférées à l'IA, puis les évolutions de recrutement. Elle pourrait aussi signaler les cas où l'automatisation abîme la qualité. Ces données ne remplaceraient ni les enquêtes sur l'emploi, ni une politique budgétaire. Elles donneraient un signal précoce sur les zones où l'outil modifie réellement la capacité de production. Le trust pourrait demander une documentation des déploiements à fort effet social. Ces fonctions de contrôle devraient accéder aux informations nécessaires et la direction expliquer les arbitrages entre vitesse commerciale et risque de diffusion. Il ne s'agit ni d'une taxe ni d'une assurance chômage. Il s'agit d'exigences de visibilité et de responsabilité au sein de l'entreprise. La frontière est essentielle. Les amortisseurs collectifs appartiennent au gouvernement.
la formation et l'assurance chômage, auxquelles s'ajoutent les règles de concurrence et du marché du travail. Une start-up d'IA ne possède ni la légitimité démocratique, ni les instruments pour répartir les pertes entre secteurs. Lui attribuer ce rôle serait lui donner un pouvoir politique sans mandat. En revanche, elle ne peut pas prétendre que les effets de son produit s'arrêtent à la signature d'un contrat. Pour un dirigeant client, la question devient moins « faut-il adopter l'IA ?» que « où notre gain se transforme-t-il en coût déplacé ?» Regardez le workflow au lieu de la démo. Identifiez la personne qui valide encore et le budget qui finance les erreurs. Demandez-vous ensuite quel territoire absorbera les emplois non remplacés. Puis distinguez la productivité durable de la coupe budgétaire ponctuelle. Une organisation qui vide trop vite ses équipes peut perdre la mémoire métier qui rendait l'outil utile. Le tableur applaudit avant que le client ne proteste. La grille à emporter est simple. Devant chaque déploiement, séparez la vitesse d'adoption, l'endroit où le gain est capté et l'endroit où le coût atterrit. Ajoutez une quatrième question. Qui reçoit le signal assez tôt pour agir ? Alors que le fournisseur suit les usages agrégés et que le client surveille son budget, l'État ne découvre les statistiques que bien après. Entre ces trois regards, il existe souvent un angle mort. C'est là qu'une gouvernance interne sérieuse a une utilité limitée mais réelle. Documenter ce qu'elle sait, rendre les arbitrages contestables et ne pas confondre transparence avec permission de gouverner. En ouvrant cet épisode, Bernanke entrait dans une pièce où l'on pouvait changer les gardiens du laboratoire. La bonne question n'est pas de savoir si ce laboratoire doit stabiliser l'économie, c'est de savoir s'il révèle assez tôt les secousses qu'il aide à produire, afin que les institutions chargées de les amortir puissent agir. À mesure que les outils entrent dans les budgets et les organigrammes, qui verra le premier le coût collectif derrière le gain privé ? Le risque commence quand personne ne tient la carte. Le trust peut changer les gardiens, pas piloter l'économie. Devant chaque gain d'IA, cherchez la facture qui voyage.